pense qu'une démocratie marche bien, non pas quand elle est parfaite, mais si, quand les gens veulent des droits égaux pour tous, ils les obtiennent. Dans ce podcast, on pose une question simple. Râler ou décider ? Nous, on a choisi. Décider. À chaque épisode, nos invités vous feront découvrir l'outil démocratique qui change tout. Le référendum d'initiative citoyenne constituant, le RIC. Alors, rendez-vous sur le podcast Râler ou décider. Bienvenue sur le podcast Râler ou décider avec Gaël Et Jean-Philippe. Nous sommes le 4 mai 2026 et nous n'avons toujours pas le RIC constituant en France. Retour vers le futur. On revient sur une actualité et on imagine notre futur. Aujourd'hui, on revient sur une actualité un peu ancienne. En 2024, pendant plusieurs semaines, environ 1 million de Français ont manifesté à travers la France. Pourquoi ? Pour dire non à une réforme des retraites, une réforme qu'ils considéraient comme injuste et inégalitaire, notamment à l'égard des femmes. En France, les salariés bénéficient d'un système de retraite fondé sur la répartition, comme dans d'autres pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Il existe une multitude de sources pour s'informer sur le sujet, mais un petit détour sur Wikipédia vous donnera l'essentiel de ce qu'il y a à retenir. Tout d'abord, la comparaison entre pays est difficile. Par exemple, on ne peut pas se limiter à la question de l'âge de départ à la retraite, car certains pays comme l'Italie prévoient par exemple de larges possibilités de départ anticipé à la retraite. Autre point important, et non des moindres, il faudrait comparer l'âge de départ effectif à la retraite, et non pas l'âge légal de départ à la retraite. L'affaire n'est pas simple. Aussi, il existe des lieux communs sur l'âge de départ à la retraite sur lesquels on peut discuter. Par exemple, on vit plus longtemps en bonne santé, donc on peut travailler plus longtemps. On pourrait tenir un autre discours. On vit plus longtemps en bonne santé, donc plutôt que de travailler plusieurs années de plus dans des conditions peu propices à l'épanouissement personnel, on pourrait travailler à des actions utiles pour l'ensemble des citoyens, au niveau local ou au niveau national, aider, former les plus jeunes, aider les plus vieux, etc. Les idées ne manquent pas. Par ailleurs, il est factuel de dire que la productivité des salariés a augmenté dans l'histoire. Aujourd'hui, on travaille moins que par le passé, alors qu'on produit plus. En résumé, la question des retraites est une question complexe et elle appelle une réponse complexe. Justement, en 2000, le Conseil d'orientation des retraites est créé. C'est un service qui dépend directement du Premier ministre. Ce conseil est créé pour faire des prévisions et des préconisations afin de préserver le régime de retraite par répartition, qui, on l'a vu, est un régime indispensable. Mais en octobre 2023, le président du Conseil d'orientation des retraites a été démis de ses fonctions par le gouvernement. Pourquoi donc ? Eh bien, simplement parce qu'il a affirmé, lors de son audition à l'Assemblée nationale, à l'inverse des affirmations du gouvernement, il a affirmé que les dépenses de retraite ne dérapaient pas et qu'elles étaient relativement maîtrisées. Il a même affirmé que, dans la plupart des hypothèses, ces dépenses diminuent même. Bilan, il a été remplacé par un économiste proche du gouvernement. En conclusion, le gouvernement a donc agi par pure idéologie, jusqu'à renier l'institution justement mise en place pour diffuser des informations fiables. Rappelons de plus que cette réforme, qui nous concerne tous, a été imposée par le fameux 49.3, article de notre Constitution qui permet d'adopter une loi sans discussion au Parlement. Certains pensent que les personnes qui dirigent nos institutions sont les plus compétentes pour prendre des décisions, on peut donc parfois en douter. Si nous avions le référendum d'initiative citoyenne à cette époque, nous aurions pu organiser des débats à l'échelle nationale mais aussi locale, demander l'avis des spécialistes, confronter les points de vue. Nous aurions pu aussi discuter avec des personnes de toute génération. C'est trop facile de dire les jeunes, paix pour les vieux, sans évoquer la société dans laquelle nous voulons vivre. Ensuite, nous aurions voté pour décider ce que nous voulons majoritairement pour notre société, un recul ou non de l'âge de départ à la retraite et à quelles conditions. Le RIC, est-ce que c'est chic ? Si vous avez écouté notre épisode 1, vous savez qu'ailleurs dans le monde, les citoyens peuvent proposer des lois, s'opposer à celles du Parlement et même modifier la Constitution. En France, ces dernières années, plusieurs lois ont suscité de fortes mobilisations et des pétitions massives sans effet direct. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que les citoyens puissent réellement peser sur les décisions ? Aujourd'hui, dans la rubrique Le RIC, est-ce que c'est chic ? On vous propose un saut dans le futur, mais un futur très concret. Si le RIC existait en France, que se passerait-il en cas de désaccord avec nos élus ?
Pour répondre à cette question, aujourd'hui nous recevons Raoul Maniberton, chercheur en sciences politiques et spécialiste des démocraties dans le monde. Avec lui, on va imaginer une situation très concrète, mais avant ça, on écoute un extrait d'Édouard Philippe en 2020. À l'époque, il est Premier ministre et participe à un débat avec des citoyens dans les Yvelines. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle de 2027. Je sais ce que j'en pense, moi, du RIC. Je sais. Si je voulais le dire en une formule, je vous dirais le RIC, il me hérisse. Je ne suis pas pour. Ça ne veut pas dire que je suis contre le référendum, hein, mais je ne suis pas pour le RIC tel qu'il est souvent présenté. En revanche, il y a un mécanisme qui existe déjà, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Bah oui, et alors, mais c'est pas parce que ça marche pas que c'est idiot, ça marche pas. Peut-être que ça doit être amélioré. Et peut-être, parce que la vraie différence, c'est que dans le référendum d'initiative partagée, c'est un groupe de parlementaires, pas la majorité, un groupe de parlementaires, il faut voir à quel niveau on le met, qui dit, voilà le texte qu'on propose, pas la question, le texte de loi qu'on propose. C'est pas exactement la même chose. Et s'il y a X centaines de milliers ou X millions, aujourd'hui c'est un seuil qui est très haut, de gens qui disent, bah oui c'est vrai, posons la question, on peut faire le référendum. Moi je préfère cette mécanique-là, c'est mon avis, encore une fois je vous le dis, je préfère cette mécanique-là parce que je trouve qu'elle est plus respectueuse de quelque chose qui compte à mes yeux, qui a parfois été évoqué ici, qu'est la démocratie. Raoul, bonjour. Bonjour Gaël. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc, je suis Raoul Maniberton et je suis universitaire. Je travaille sur la démocratie directe, donc activiste aussi du RIC constituant. Et, la petite nouvelle pour moi, c'est que récemment, j'ai ouvert une chaire, la première chaire européenne qui s'appelle démocratie directe comparée, donc la première sur la démocratie directe. Et donc, l'objectif, c'est quand même peut-être de faire parler un peu plus de ça en France. Eh bien, super. Alors, on vient d'entendre Édouard Philippe qui parlait du RIC. Voilà, c'est une des raisons pour laquelle c'est très bien d'ouvrir une chaire universitaire, parce que c'est quand même dommage que les politiciens, à l'époque, plus qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui encore, parlent du RIC sans savoir ce que c'est. Donc, la principale objection qu'avait Édouard Philippe dans cet extrait, c'est que il fallait partir d'un texte. Or, précisément, le référendum d'initiative citoyenne tel qu'il est pratiqué justement en Suisse, en Uruguay, tu as cité les pays, c'est un texte en fait. C'est précisément un texte que des citoyens écrivent, une minorité de citoyens, ça peut être des partis politiques minoritaires, mais aussi des syndicats, des groupes, pourquoi pas des lobbies, mais aussi des citoyens quelconques, et qui arrivent à écrire un texte et ensuite le soumettent à pétition pour que, et s'ils obtiennent suffisamment de soutien, ils déclenchent automatiquement un référendum. Donc c'est ça le RIC, le fait que ça part d'un texte, il n'était pas au courant, notre ami Édouard Philippe, donc il l'a critiqué avant de savoir de quoi il parlait. C'est le problème principal que nous avons en France par rapport à cette revendication. Super, on lui enverra notre podcast, comme ça il aura ta réponse. Alors maintenant, tu en as un petit peu parlé là dans ton explication, mais on va se projeter. Imaginons qu'une loi soit adoptée en France et qu'un groupe de citoyens n'y soit pas favorable. Donc tu as choisi un sujet pour nous expliquer les différentes étapes du RIC. Alors, je prends une loi concrète. Oui. C'est ça ? Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est quelque chose qu'on a connu en France, à savoir la loi Duplon. C'était une loi pour réintroduire un certain nombre de pesticides. Et une pétition a été faite contre cette loi, pour l'abroger, en fait. Non à la loi Duplon. Alors, la spécificité de cette pétition, c'est qu'elle a atteint 2 millions de personnes. Et ce qui fait vraiment une pétition record, c'est pour avoir un débat à l'Assemblée, il faut 500 000, et c'est la seule qui a dépassé ce seuil de 500 000, en arrivant à 2 millions. Donc imaginez, toutes les autres pétitions, incluant les nôtres, sont bien au-dessous de ce seuil, et c'était quelque chose vraiment, un phénomène de société. Or, l'histoire de la France s'arrête plus ou moins là. C'est-à-dire qu'il y a eu cette pétition
Elle a été débattue à l'Assemblée. Bon, évidemment, il y a eu des sujets, c'est-à-dire certains qui défendaient les porteurs de la pétition disaient, mais je parle de députés, disaient, mais enfin, il faut écouter, 202 millions, c'est beaucoup, etc. Donc il faut quand même faire quelque chose, suivre cette pétition. Et puis les adversaires, ils disaient, oui, d'accord, mais c'est 2 millions, quoi. Les électeurs sont 46 millions. Ça reste quand même une pétition minoritaire. Et donc, ils se sont disputés concernant cette affaire, comme dans plein d'autres affaires. Donc, là, imaginons maintenant qu'il y avait donc la possibilité d'avoir un référendum d'initiative citoyenne et que donc la pétition aurait déclenché un référendum. Eh bien, il serait passé ce qui exactement s'est passé en Suisse juste 4 ans auparavant. C'est-à-dire qu'un collectif de personnes a lancé une initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Donc c'était ça. C'était pas tout à fait le même point exact, mais c'était toujours un collectif contre les pesticides. Alors ce qui a existé en Suisse et qui n'a pas existé en France, c'est que en Suisse cela a donné lieu donc à un référendum et donc un long débat dans lequel plusieurs spécialistes étaient amenés à se prononcer. Les gens ont pu discuter, avoir des informations. Et la chose intéressante, c'est qu'au final, le peuple a rejeté la pétition à 60%. Donc, c'est pas sûr qu'en France, l'histoire aurait pu être différente. Mais ce qui nous apprend cette affaire, c'est que les gens qui disent au final 2 millions c'est pas assez, c'est vrai. 2 millions c'est pas assez, c'est pour ça que en Suisse 2 millions ne sert pas pour abroger une loi. Elle sert pour déclencher un référendum dans lequel après il faut la majorité. Et la majorité a refusé le texte. Et elle a refusé avec des raisons qui sont intéressantes. C'est-à-dire que comme ça, à l'intuition, on pourrait imaginer que les urbains ils sont plutôt écolos, vont plutôt voter pour l'abolition des pesticides, et les ruraux qui utilisent les pesticides et qui coûtent moins cher et qui devraient donc dépenser plus d'argent s'ils étaient abolis, auraient voté contre. En fait, ensuite, c'est exactement l'inverse qui s'est passé à la fin de l'histoire. Parce qu'en fait, ils ont réalisé que si ils enlevaient tous les pesticides, de 2 choses l'une, soit ils refusaient tous les produits qui étaient faits avec des pesticides qui venaient d'ailleurs, d'Allemagne, de France, soit ils les acceptaient et alors à ce moment-là, il y aurait une concurrence injuste avec les producteurs suisses. Donc le débat allait s'orienter vers la solution où, du moment que les pesticides sont interdits, on n'importe pas non plus de produits faits avec des pesticides. Le problème, c'est que le monde entier fait des produits avec des pesticides. Donc, par conséquent, ils auraient eu une agriculture qui dépendrait que des producteurs suisses. Donc la pomme aurait vite monté son prix à 5-10 euros, ce qui fait que les producteurs sont devenus très favorables à cette interdiction, alors que les urbains ont réalisé que la chose avait un coût quand même énorme. Donc en fait, ce référendum a mis en quelque manière tout le monde d'accord, mais tout le monde d'accord d'autant plus que, sachant que 40% ont quand même voté pour l'interdiction des pesticides, depuis 2021, depuis le vote, les élus suisses ont fait attention à aller dans le sens de la minorité qui a perdu pour éviter d'avoir un autre référendum, peut-être un peu moins radical, mais quand même assez fort. Et donc il a fait plusieurs lois pour réduire l'usage des pesticides lorsque des méthodes alternatives étaient disponibles. Voilà comment ça s'est passé l'histoire. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on arrive à une situation semblable, puisque le Parlement français a rejeté le rejet. Donc, les pesticides sont acceptés, et en Suisse aussi. Mais la différence, c'est que en Suisse, ça s'est fait de telle manière que les porteurs de pétitions ont accepté la défaite,
qu'on a, même les autres n'ont pas eu l'impression que finalement on fait une pétition et elle ne sert à rien. Que tout le monde a mieux compris les enjeux des pesticides en Suisse, et on ne pense toujours pas. Et voilà, et le tout pour arriver à la même situation aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est un exemple peut-être qui illustre bien pourquoi c'est intéressant d'avoir le RIC, même quand ça donne les mêmes résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. La situation est bien meilleure, ne serait-ce que parce que les gens légitiment davantage ces résultats. Effectivement, c'est super intéressant d'avoir ce parallèle entre la France et la Suisse sur un même sujet. En fait, ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, aujourd'hui ou en France, on va être pour ou contre la loi du plomb, même dans les discussions qu'on peut avoir, c'est pas très nuancé, on est pour ou on est contre en fait. Alors que là en Suisse, ce que tu nous expliques, c'est que finalement, même quelqu'un qui pouvait être contre au départ, finalement peut entendre les arguments des autres et on arrive à quelque chose qui est de l'ordre du consensus en fait et qui va durer. De ce que je comprends dans ce que tu dis, ça peut durer, c'est-à-dire qu'on a des effets à long terme en fait de cette manière de gouverner en fait. Alors est-ce que du coup par rapport à ça, tu pourrais nous dire pour toi dans les recherches que tu as effectuées, la manière de gouverner justement, dans la manière dont les gouvernements préparent les lois, si ça change quelque chose d'avoir le RIC en fait? Oui, bien sûr, ça change quelque chose au sens où... Alors, juste un point par rapport à ce que tu as dit très rapidement. Ton résumé était très bon. Il y a juste un point, c'est que c'est pas tant le consensus qu'il y a eu après un vote. Je vais te montrer, c'est que le consensus a souvent lieu avant un vote. Mais après un vote, les gens ont voté, ils peuvent être pour ou contre. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que les désaccords sont plus précis. Il y a un livre très connu qui est sorti il y a 20 ans qui s'intitulait « Éduquer par l'initiative ». Et c'est ça qui a été depuis largement confirmé. C'est que les gens développent à travers les référendums et les campagnes de pétition des opinions plus précises. Et donc, ils ne sont pas juste pour ou contre comme si on allait au stade, mais ils sont prêts à faire. D'ailleurs, ils auraient fait une autre pétition si le gouvernement n'était pas allé dans leur sens, qui était plus nuancé pour pouvoir obtenir les fameux 50%. Bon, donc comment se passe la politique? C'est exactement un petit peu, j'ai anticipé un peu, parce que ce qui se passe au Parlement et pas avec un gouvernement, quelle que soit la forme, c'est que lorsqu'il y a la possibilité d'une pétition et d'un référendum, toutes les parties, l'ensemble des partis qui peuvent porter une pétition, qui sont dans le Parlement, les minorités, les majorités, toutes ces parties préfèrent trouver un accord entre elles plutôt que jouer la loterie du référendum. Parce que le référendum est une bonne chose, mais on ne sait jamais qui va gagner à la fin. Et donc, le gouvernement, pour éviter que toutes ces lois passent par un vote pour ou contre, il prépare ces lois en consultant l'ensemble des acteurs de la société civile, ou du moins ceux qui sont capables de lancer un référendum. Donc l'ensemble des groupes un peu représentatifs, on va dire. Là aussi, en France, on appelle représentatifs des groupes qui ne le sont pas forcément, alors qu'en Suisse, ils sont obligés de chercher des groupes représentatifs, parce que tout simplement, si ces groupes ne sont pas consultés, ils peuvent lancer un référendum pour annuler la loi qui vient d'être faite. Ils ne gagnent pas forcément, mais enfin, c'est un risque pour le gouvernement. Donc, la politique devient, la plupart du temps, beaucoup plus consensuelle, comme tu avais dit, parce que effectivement, tous les groupes sont consultés avant. Chacun essaye de négocier, d'avoir... Et encore une fois, on n'est pas en train de parler d'un régime de bisounours dans lequel tout le monde est consulté, tout le monde parle et on arrive pacifiquement à un accord. On arrive à un accord parce que le gouvernement a peur de recevoir, d'en arriver à la bataille du référendum. C'est pas parce qu'il est gentil. Donc, en fait, dans cette situation, tout le monde évalue si, une fois l'accord qui a été trouvé, vaut la peine ou non d'être soumise à la votation. Et il se trouve que la fameuse Suisse consensuelle est vraiment consensuelle parce que 99% des lois
n'arrive pas à référendum, bien qu'il pourrait, parce que 1% de la population suisse peut refuser n'importe quelle loi et demander que les citoyens votent dessus. Donc quand on arrive à 1%, c'est pas beaucoup. Pour parallèle, la pétition dont je parlais tout à l'heure, française à 2 millions, on est sur du 3%, je dirais environ. Donc 1%, c'est beaucoup plus faible. Il pourrait être fait pour beaucoup de lois et c'est pas le cas. Voilà. Donc c'est pour ça que la politique devient plus intéressante et les gens se sont écoutés. C'est quand même ça l'important, c'est que le Parlement prend des décisions, mais il les prend avec d'une telle façon que tout le monde se sent avoir été impliqué ou pris en compte dans cette décision. Effectivement, dans notre épisode 1, Clara Heger disait qu'en fait, le référendum, en fait, ça permettait aussi de rééquilibrer le rapport de force entre citoyens et élus, en fait, quoi. Donc c'est un peu ce que tu viens de nous dire. Et je me souviens d'une vidéo où tu dis, mais en fait, les Français sont très gentils et très patients. Si les Suisses étaient dans un système français sans RIC, peut-être qu'ils manifesteraient autant, voire plus en fait. Est-ce que du coup tu peux nous dire si finalement ça réduit les conflits, ça les déplace, enfin voilà, est-ce qu'il y aurait moins de manifs, plus de votes, enfin voilà, est-ce que tu as des éléments là-dessus? En tout cas, c'est ce que disent tous les Suisses à qui j'ai parlé lorsque je décris le système français. Ils trouvent que les Français sont très très gentils, c'est très patients. Et d'ailleurs, moi je trouve aussi. Effectivement, pourquoi les Suisses vont pas dans la rue? Parce qu'ils ont la possibilité de dire simplement et négocier leur point de vue avec les autorités. S'ils sont pas contents, ils peuvent initier une pétition et lancer un référendum. Donc il y a des moyens au sein des institutions suisses qui introduisent la possibilité de contester la façon, les décisions qui sont prises. Donc nous, on n'a rien pour contester. C'est-à-dire, en réalité, on a la contestation, les manifs, les protestations, mais ça, c'est pas des instruments institutionnels. Ça, c'est juste de la tolérance. C'est le droit d'expression. On laisse chacun pouvoir s'exprimer. Donc, les pouvoirs publics tolèrent les manifestations, mais en fait, il n'y a pas d'instrument. Et parfois, d'ailleurs, je dois dire, pour reprendre l'histoire des pesticides, les manifestations en France, quand elles sont très très fortes, très importantes, le gouvernement peut reculer, alors que si on allait au vote, des fois, les manifestants sont une minorité soudée, mais ils n'arrivent pas à convaincre la majorité. Donc ça aussi, que ça aille dans l'un sens ou dans l'autre, que nos politiciens n'écoutent pas les manifestants ou alors qu'ils les écoutent, dans tous les cas, on a un sentiment d'inachevé. Et donc, ces sentiments d'inachevé fait qu'on n'est pas en paix, on n'a pas en contrôle de notre vie, on va protester à l'occasion suivante. C'est précisément à ça que sert le système suisse aussi, à offrir aux gens la possibilité de contester, et ce qui fait qu'ils acceptent beaucoup plus facilement que les choses ne vont pas dans leur sens. Alors effectivement, aujourd'hui en France, ce système n'existe pas. Nous, on peut râler, mais on ne peut pas décider. Et donc concrètement, est-ce que c'est un changement lourd à obtenir en France ou assez simple institutionnellement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça existe en France concrètement? En termes de droit, c'est quelque chose de très très facile. Puisqu'on n'a pas besoin de bouleverser nos lois ni notre constitution, on a besoin juste de faire la modification d'un article de la constitution qui nous dit comment changer la constitution, et ce qu'on veut, c'est simplement qu'un certain nombre de citoyens, par exemple 700 000 citoyens, aient le droit d'initier un changement constitutionnel à travers une pétition, et puis que cette pétition, si elle atteint le seuil, on soit obligé de faire voter les gens, que ce soit le président, un parlementaire ou des citoyens qui initient un changement, ça doit passer obligatoirement par le peuple. Ça, c'est quelque chose qui requiert une 50aine de mots de changement. Donc, c'est vraiment très, très faible. Mais par contre, c'est quelque chose qui est capable d'ouvrir en fait, de changer les équilibres de telle sorte que notre système devient beaucoup plus résilient.
La difficulté majeure, on peut l'imaginer, c'est le fait que pour changer la Constitution, il faut un minima la majorité au Sénat et à la Chambre, à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est compliqué, hein. On y travaille pour faire prendre conscience de l'importance de la chose, mais la majorité, c'est beaucoup. Et il y a d'autres voies qui sont institutionnelles en France. Heureusement, en France, changer la Constitution n'est pas non plus extrêmement difficile. Donc, on a un obstacle, mais il serait pire si on était en Norvège. Ok. Alors Raoul, on arrive à la fin de cet entretien avec une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Quand on aura le RIC constituant en France, tu en feras quoi, toi ? Qu'est-ce que j'en ferais ? Disons que si je continue à défendre le RIC comme je le fais aujourd'hui, la première chose, c'est à vrai dire, je vais me reposer. Et je vais laisser aux autres de l'utiliser, ce RIC constitué. Mais cela dit, puisque je t'ai donné une réponse qui est sûrement pas satisfaisante, j'aurais tendance à... moi, j'ai toujours... J'ai une autre proposition de loi que j'ai écrite pour rendre les communes de France capables de s'auto-attribuer des compétences. Je trouve ça très bien. Là aussi, c'est pas une loi difficile à faire, donc probablement j'aurai celle-là et je la soumettrai. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Raoul, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On était au téléphone avec toi aujourd'hui et donc on te remercie parce que du coup tu nous as quand même donné énormément d'informations là en peu de temps. Tu nous as bien dit à la fin que finalement c'était pas si compliqué que ça de l'obtenir en termes de droit et que notre obstacle c'était de pouvoir convaincre nos élus. Donc merci beaucoup Raoul, au revoir. Et puis, merci à toi, Gaël. Eh ben, à bientôt. Et bravo pour l'émission. Au revoir. Et ailleurs, les citoyens décident. Alors on l'a vu, en 2024, la France a vu des millions de manifestants dire publiquement leur opposition à une réforme des retraites, une réforme largement rejetée par les Français si on en croit les sondages. Au même moment, le 3 mars 2024 exactement, les Suisses ne manifestent pas. Ils votent sur 2 initiatives populaires portant sur le sujet des retraites. Les initiatives populaires, c'est ce qu'en France on appelle un référendum d'initiative citoyenne, un RIC. La première initiative s'intitule « Mieux vivre à la retraite » et la seconde « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne ». Précision utile, en Suisse, le système des retraites s'appelle le système AVS, Assurance Vieillesse et Survivant. Pour la première initiative, il s'agit pour les Suisses de décider si, oui ou non, ils souhaitent un 13e mois de pension de retraite. Qui serait contre cette initiative, dites-moi ? Eh bien, des citoyens pourraient légitimement être contre, car il faut aussi décider du financement de ce 13e mois de pension de retraite. Donc avant de décider, plusieurs questions se posent à tous. Cette initiative est-elle vraiment nécessaire ? Est-elle possible ? Combien coûte-t-elle et à qui ? Ce sont exactement ces points qui sont abordés dans l'argumentaire de l'initiative populaire qui a été présentée aux votants. Si cela vous intéresse, vous pourrez vous aussi retrouver cet argumentaire sur le site officiel de la Chancellerie fédérale. Les Suisses appellent cela les explications du Conseil fédéral, bien que la moitié de ces explications soient rédigées par les citoyens qui ont justement déposé l'initiative. Vous trouverez aussi plein d'informations sur le fonctionnement des initiatives populaires. Dans l'argumentaire de l'initiative « Mieux vivre à la retraite », tout est détaillé, les raisons qui font que cette réforme est nécessaire et la manière de le financer. Après plusieurs mois de campagne, de recherche de signatures pour que le vote ait lieu, puis de campagne concernant le vote lui-même, les Suisses ont voté le 3 mars 2024. Et à près de 60%, ils ont décidé que oui, il fallait faire cette réforme et qu'ils étaient d'accord pour que des prélèvements supplémentaires permettent son financement. On peut trouver surprenant qu'au même moment, les Français manifestaient plusieurs semaines d'affilée pour dire leur opposition à une réforme dont ils ne voulaient pas. D'un côté de la frontière, en France, on manifeste par millions sans succès pendant plusieurs semaines. De l'autre côté, en Suisse, on discute au sein de la population pendant plusieurs mois, puis on décide par un vote. Avez-vous entendu parler de ce vote ? Par votre entourage ou dans les médias ? Peut-être pas, mais c'est chose faite.
Mais ce n'est pas tout. Le même jour, les Suisses ont aussi voté sur une autre initiative citoyenne concernant les retraites. L'initiative Prévoyance Vieillesse sûre et pérenne. Tout un programme. Cette seconde initiative proposait de repousser l'âge de la retraite. Cette fois, les Suisses ont massivement dit non à cette initiative de façon encore plus nette, car ce sont près de 75% des votants qui ont dit non. Il est important de dire qu'en plus des citoyens qui se sont regroupés pour faire valider ces deux initiatives, des partis et des syndicats ont eux aussi été très mobilisés pour que le vote final corresponde à leurs souhaits. De nombreux débats contradictoires ont eu lieu, des sites d'information ont été créés pour défendre et discuter les différents arguments. Les citoyens ont aussi participé à plusieurs autres votes sur le sujet des retraites, par exemple en 2022, le 25 septembre, en 2019, le 19 mai, ou encore en 2017, le 24 septembre, pour prendre quelques exemples. Ces différents votes n'ont pas toujours abouti, mais ils sont toujours l'occasion pour les citoyens de s'informer, de se sensibiliser à différentes problématiques et parfois de changer d'avis. Au final, ce sont les citoyens suisses qui ont décidé, et ces décisions se sont imposées au gouvernement et aux parlementaires, puisque les deux textes votés figurent maintenant dans la Constitution suisse. C'est-à-dire qu'aucune loi, ni aucun texte officiel, ne peut aller contre la décision prise par les citoyens suisses. Si vous consultez le site de la chancellerie fédérale, vous pourrez constater que non seulement les Suisses ont voté plusieurs fois sur des sujets similaires, mais aussi qu'ils lancent régulièrement des initiatives populaires, c'est-à-dire des RIC, sur des grands sujets qui les concernent. Alors, râler ou décider ? À la technique aujourd'hui, nous avions Marion et Thomas. Merci à eux. On vous propose de diffuser ce podcast à votre tour. On a tous à y gagner. Rejoignez nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, X et notre site ric14.ouvaton.org. À bientôt sur le podcast Râler ou décider.